semaine. Réunis hier lundi, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont décidé de rejeter à l'unanimité la demande de levée de l'immunité parlementaire déposée contre l'honorable Amadou Damaro Camara par les magistrats. Un triomphe donc modeste du président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel sur ces magistrats qui avaient pourtant juré d'aller en grève s'ils ne sont pas satisfaits dans leur démarche. L'honorable Fodé Oussou Fofana est président du groupe parlementaire Les Libéraux Démocrates et l'honorable Dim Touré, président du groupe parlementaire Alliance des Républicaines, vont se succéder dans cette émission. Et puis derrière, nous appellerons Mamadi Tourakaba, il est président de l'OCDR. Comme annoncé hier, l'invité ce matin ici dans ce studio, c'est bien Baouri, l'incarnation du mouvement Le Renouveau. Avec lui, il sera question d'abord du procès qui le lie à son parti, l'UFDG. Le verdict a été de nouveau différé par la justice. On parlera également de la retraite de la CENI. Commission électorale nationale indépendante, c'était du côté de Kindia pour parler justement de la tenue des élections législatives en Guinée. Un chronogramme a été concocté, en tout cas plusieurs aspects ont été abordés par les membres de la CENI et des acteurs politiques et selon les estimations, ces élections pourraient se tenir d'ici le mois de novembre prochain. On parlera également de l'événement qu'a organisé à Pita le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est bien la reconnaissance du Fouta à l'endroit du chef de l'État. Vous le savez, cet événement a fait l'objet de beaucoup d'échos, puisque le jour de la finale de l'événement sportif, le FDG aussi a décidé d'organiser un grand meeting dans la localité pour montrer le contraire de ce que Mokhtar Diallo est en train de faire. On parlera aussi du lancement, puisqu'il n'était pas en Guinée, du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC, le front auquel appartient sa faction politique, l'accord de la convergence de l'opposition démocratique et d'autres factions politiques de l'opposition comme l'opposition républicaine et des acteurs de la société civile à l'image de la PQ et du ballet citoyen. On parlera aussi des autres activités qui sont menées sur le terrain, parrainées par les commis de l'État allant dans le sens de la modification de la Constitution. La dernière activité, c'était bien celle organisée du côté de Kindia. Après cet événement, d'ailleurs, le Contigi de la Basse-Côte a fait une sortie médiatique pour démentir catégoriquement son appartenance à la démarche lui-même très controversée aujourd'hui. Est-ce que ces propos sont jugés convaincants aux yeux des acteurs politiques? Tous ces sujets vont être débattus avec notre invité ici dans ce studio, sur ce plateau. Baouri, avec qui on reviendra aussi sur la question de l'immigration, quand on sait que beaucoup de nos compatriotes souffrent aujourd'hui de l'autre côté. Ils sont dans des conditions parfois très épouvantables. Et la journée du 1er mai, la fête internationale du travail, va être également abordée avec l'invité. Vous le savez, ça a sérieusement chauffé du côté du Palais du Peuple entre des factions syndicales, le groupe de Amadou Diallo accusé par le camp de Abdoulaye Sow et Abouakar Souma. Toutes ces questions vont être encore une fois débattues avec notre invité. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Abouakar Kondé, bonjour à M. Ba, bonjour à nos auditeurs. La mise en onde est assurée par Yamoussa Silla, ici, micro-représentation Abouakar Kondé. Daouda Mohamed Kamara, on en a parlé, on en parle et on continuera d'en parler. C'est bien cette demande de lever par le bureau de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est le contraire qui allait surprendre. Ah bon? Oui, bien sûr. Oui, mais il y avait déjà une menace. Oui, la menace. C'était une épée de Damoclès sur leur tête. Puisque ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale qui a menacé, donc c'est plutôt le bureau de l'Assemblée qui a été menacé. Oui. Et il revenait au bureau de l'Assemblée nationale de tirer tous les enseignements. De résister face à la menace, tout comme de se soumettre à la menace. Et on a compris que le bureau a résisté. C'est là, vu tous les éléments qui peuvent sous-tendre, il faut le dire, la démarche aujourd'hui des magistrats. Vous ne pouvez pas être joueur et en même temps vouloir arbitrer. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'on
lève l'immunité d'un député, alors que et vous allez porter plainte contre lui, il va comparaître devant vous, c'est vous qui allez le juger, et vous voulez avoir une objectivité, je vais dire, vous voulez avoir une neutralité dans la démarche lorsque vous avez des dents contre la personne. Et je le dis, je le répète encore. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va s'attaquer aux propos de Amadou Damaro Camara, on va dire qu'il y a eu outrage à magistrat. Ce sont des propos qui peuvent arriver, mais il était, à mon sens, il était dans son rôle. Et je le dis encore, il était dans son rôle, et les propos qu'il a tenus, il ne les a pas tenus parce qu'il a juste voulu les tenir. Il les a tenus parce qu'il a vécu les faits. Il les a tenus parce qu'il a été confronté à l'indélicatesse d'un certain nombre de magistrats, que ce soit avec Kairaba, mais aussi il y a d'autres exemples dont il a vécu et dont il a eu écho avec les citoyens. Et lorsqu'il est interpellé par un citoyen de sa circonscription, en tout cas un citoyen guinéen, par rapport à un problème qu'il vit avec la justice, il revient à la justice de lui dire non, voilà la démarche que vous devez suivre, mais lui d'abord son premier souci, c'est comment tirer ses citoyens de la situation difficile qu'il est en train de vivre. Mais si déjà il se met dans cette dynamique, vous mettez, puisque vous avez déjà d'autres dents contre la personne, parce qu'il n'y a pas pire que Damaro ait dit, qui n'ait pas été dit par d'autres citoyens guinéens, même pas par le président de la République, qui a dit pire que tout cela. Mais jamais on a vu les magistrats se bouger pour au moins lever le ton. Et aujourd'hui, puisque c'est Damaro, je me dis que c'est le contraire de l'attitude du bureau de l'Assemblée nationale, moi qui allais me surprendre, mais pas quand même son refus catégorique de lever l'immunité. Alors, on essaie d'avoir l'honorable Din Touré ou l'honorable Fodéo Fofana, puisque ce sont les deux autres présidents des groupes parlementaires, il y en a trois, dont celui de Amadou Damaro Camara. Pourquoi ils ont rejeté cette demande? C'est ce qu'on veut comprendre. Est-ce qu'il y a vice de forme? Est-ce que le dossier n'a pas été bien monté? Ou bien c'est une solidarité corporative comme cela, on sait le faire très bien en Guinée, dès qu'un élément d'une corporation... Pas qu'en Guinée, Abakar Condé. La solidarité corporative, ce n'est pas qu'en Guinée. Non, ce sont des interrogations, c'est partout. Non, quand vous parlez de solidarité, comme on sait le faire en Guinée, ce n'est pas qu'en Guinée. Partout dans le monde entier, la solidarité corporative, elle existe. C'est vrai que parfois on peut exprimer la solidarité, mais de l'autre côté, c'est dire la vérité. Ça, c'est pas exclu. Mais lorsqu'on a vu cette sortie de magistrats ce qui est cœur dans cette situation, c'est quand on est arbitre, on veut être également joueur et en même temps on a des menaces qu'on brandit pour dire si ça ce n'est pas fait, on va raccrocher les robes, on va aller en grève, on va bouder les tribunaux, on va bouder tous les procès. C'est ça le paradoxe. Est-ce qu'on a besoin de menacer? Si vous avez exprimé, les magistrats n'aiment pas être menacés là. Non mais c'est eux qui veulent menacer. C'est eux qui aiment menacer. Leur conférence de presse. C'est eux qui aiment menacer, mais ils n'aiment pas être menacés. Quand ils jugent, la sentence est connue de tout le monde. Quand ils sont jugés, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Et ils n'aiment pas être menacés, mais c'est eux qui menacent. Je crois qu'il y a un certain paradoxe à ce niveau. Il faut aujourd'hui que... C'est vrai qu'ils ont un statut particulier. C'est vrai que... mais tout ça, ce sont les législateurs. Oui, ce sont les législateurs, mais cela aussi ne veut pas dire que si quelque part les législateurs... On fait réagir d'abord le jury, c'est certainement. On va revenir sur les deux présidents du groupe parlementaire. Il est déjà en ligne. Mamadi Tourakaba, il avait fait une analyse sur la question. Aujourd'hui, la demande est rejetée. Quel est son sentiment? On va lui poser cette question. Mamadi Tourakaba, bonjour. Merci encore ce matin d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait
un article sur cette menace des juristes, en tout cas sur ces bras de fer qui opposent l'honorable Amadou Damaro Camara aux magistrats. Aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée nationale vient de bouter les magistrats. Le bureau refuse de lever l'immunité du député, du président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. D'abord, comment vous avez trouvé cette démarche ou cette attitude du bureau de l'Assemblée nationale? Oui. Cette analyse, oui. De l'immunité. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, à quoi peut-on s'attendre désormais quand on sait que en menaçant ou en introduisant cette demande de lever de l'immunité, les magistrats avaient menacé de raccrocher d'aller en grève, de raccrocher les rêves et les robes si
Toutefois, cette humilité n'était pas levée. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui avec cette décision du bureau de l'Assemblée nationale? Et cette association soutenue par le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, ben, c'est parce que selon la loi, selon la démarche, c'est lui qui introduit la demande la demande de levée de l'immunité. Ouais, ça, c'est la démarche à suivre. Ouais, même si selon certaines indiscrétions, c'est lui-même qui aurait mis la pression sur les magistrats à aller vers cette démarche. D'accord. Mamadi, ouais, on l'a entendu, merci même de son passage à l'Assemblée nationale, quand il a insisté. Il est en ligne. L'autre, c'est bien l'honorable député, le président du groupe parlementaire, Alliance des Républicains. Alliance des Républicains, c'est bien l'honorable Din Touré. Honorable Din Touré, bonjour. Merci encore ce matin d'avoir accepté notre invitation. On a l'impression que après les journalistes dans les mouvements de solidarité, ce sont les députés également qui se mettent dans la même posture. Vous exprimez cette solidarité, vous refusez de lever l'humilité de l'honorable Amadou Damaro Camara. Votre père. Biaisé.
vous avez mesuré un peu les conséquences de ce refus, parce qu'on a vu les magistrats dire que menacer d'aller en grève si toutefois cette immunité n'était pas levée. Est-ce qu'en refusant aujourd'hui de lever l'immunité, vous avez mesuré un peu les conséquences de tout cela? Il y en a pire d'ailleurs qui se disent. Le dossier est fermé. Honorable Dean Touré, président du groupe parlementaire Alliance des Républicaines, merci d'être passé vous aussi dans cette émission. Alors, on vient d'écouter l'honorable Dean Touré, le dossier est clos, Daouda Mohamed Kamara. Oui, le dossier est clos. Ici, on insiste d'ailleurs sur cette question de savoir est-ce qu'ils ont mesuré les conséquences de cette décision. C'est bien en partant de cette menace des magistrats. Oui. Parce que, à mon sens, ils doivent au préalable savoir que l'immunité levée ou pas, cela ne peut en rien les amener à adopter une autre démarche. Définir la conduite à suivre par l'Assemblée nationale. C'est un peu à dire que... C'est le principe de la séparation, séparation des pouvoirs. C'est un peu à dire que nos magistrats sont certes ceux qui nous jugent, mais à travers cette démarche, on comprend également qu'ils ont aussi une dose de, je sais pas, une dose d'émotion qui parfois, une dose d'émotion qui parfois peut biaiser même leur procédure, même leur démarche, parce que ils sont quand même les détenteurs ou ils sont ceux qui analysent, qui décortiquent les textes de loi, qui manient la loi dans notre pays. Tout à fait. Mais si, avec toute cette connaissance, avec tous ces bagages, avec toute cette responsabilité, l'émotion emporte sur la raison, je me dis qu'il y a lieu quand même qu'on se remette en cause et qu'on revoie désormais comment on peut se montrer vis-à-vis de certains travail qui est fait. Il est fait avec le cœur ou il est fait selon les dispositions juridiques de notre pays. Voilà qui est bien dit. On essaie d'avoir Fodé Fofana, son numéro est toujours occupé. Il a quand même donné son accord de principe. Une chose est sûre, l'honorable Dean Touré a suffisamment éclairé la lanterne des auditeurs qui suivent en ce moment cette émission. Alors, on se tourne vers l'invité ici, dans ce studio. C'est bien Baouri. Vous avez suivi Dean Touré sur cette demande de lever de l'immunité parlementaire de l'honorable Amadou Damaro Kamara. Mais aussi du juriste. Ouais. Moi, je pense que dans un pays, à un certain niveau de responsabilité, il doit y avoir d'autres manières de gérer les problèmes sans pour autant les étaler sur la place publique, en faisant preuve de retenue, en faisant preuve du sens de la mesure et en mettant le droit devant. Et c'est très dommage dans notre pays, c'est comme si on assiste à des pugilats pour n'importe quoi. Si je n'ai pas ce que je veux faire ceci, ainsi de suite. Et donc, le droit disparaît.
la sagesse disparaît. Et en fin de compte, ça crée le sentiment d'une société où la violence verbale ou la violence physique finit par l'emporter au détriment de tout le reste. Et c'est ça qui est un grand problème actuellement dans notre pays. Les magistrats, de par leur statut, devraient faire preuve de plus de retenue, même si on leur fait du tort, ils doivent savoir se retenir parce qu'en dernière instance, au niveau de la justice, c'est eux qui ont le dernier mot. Les députés doivent, en tant que représentants du peuple, savoir mesurer leurs paroles, ne pas agir comme n'importe quel autre citoyen en s'exprimant sur tout et de la manière la plus libre soit-elle. Il y a une retenue qu'on doit avoir lorsqu'on est investi de la parole publique. Et ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, j'ai l'impression que dans notre pays, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, ce qui fait que les aînés qui auraient dû montrer le bon exemple sont en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Comment comprendre, comment peut-on expliquer, avec toute cette connaissance même de toutes les procédures, que les magistrats, en voulant coûte que coûte régler les comptes avec Amadou Damaro Camara, menacent d'aller en grève si toutefois l'immunité n'est pas levée par l'Assemblée nationale? Bon, au-delà des magistrats, la société guinéenne actuellement, quiconque veut quelque chose dit si je n'ai pas ça, je vais descendre dans la rue, je vais manifester, je vais faire ceci. Oui, à la différence des acteurs politiques, les magistrats quand même sont ceux qui sont ceux qui représentent la loi chez nous. En principe, qu'on soit politique, qu'on soit magistrat, qu'on soit député, on doit avoir une certaine éthique et une certaine droiture d'action qui ne doit pas transgresser des règles qui consistent à dire si je n'ai pas ce que je veux, je prends les autres en otage. Ça, c'est inadmissible dans une société qui se veut paisible et qui se veut moderne. Et puisque ça va dans le même sens, vous avez suivi comme nous le 1er mai, la célébration de la journée internationale du travail, où on a vu deux camps du mouvement syndical qui se livrent à des parades inimaginables, ou qu'on ne pouvait imaginer qu'avec les acteurs politiques, mais cette fois ce sont les acteurs des acteurs syndicaux qui se livrent à une véritable intifada, comme l'a dit Abakar Koné. Je l'ai constaté et je l'ai déploré, parce qu'en fait c'est l'image de notre pays qui est écorchée. Vraiment, l'image de notre pays se détériore, tant au niveau interne qu'au niveau international. Et en plus, ça montre que des corporations ouvrières qui doivent être élevées dans une culture de fraternité entre le monde ouvrier, le monde syndical, finissent par se jeter des pierres et faire ce qu'ils ont fait. C'est une image catastrophique et ça pose le problème de la nature de nos structures, de nos institutions syndicales, en termes de formation, en termes de la qualification morale et éthique des différents dirigeants de ces différentes structures syndicales. Et en fin de compte, on voit que c'est notre société qui progressivement est en train de déraper vers une culture de violence. La culture de violence de manière générale, la culture de l'intolérance. C'est comme si on n'est plus au sens africain du terme. On n'est plus au sens africain du terme où on est des personnes sont sages, les personnes sont mesurées. Les personnes qui sont en compétition dans ce conflit syndical, ce sont des gens qui se connaissent depuis des années et des années. Et je trouve que c'est une situation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait penser de
du sens de responsabilité des uns et des autres. Est-ce qu'à la suite de ce qu'on a vécu ces jours entre le groupe Aboubakar Souma, Abdoulaye Sow et le groupe Abdoulaye Kamara, Amadou Diallo et autres, cela ne nous amène pas à prendre en compte un peu les suggestions du Premier ministre, chef du gouvernement, quand il arrivait, quand il a dit que notre mouvement syndical a besoin aujourd'hui d'une restructuration? Bon, vous savez, le terme restructuration, c'est un terme technique. Au-delà de la restructuration, il faut aller dans le sens d'une redéfinition. C'est-à-dire que les principaux acteurs du monde syndical se remettent en cause et travaillent dans le sens de créer des conditions de partenariat entre eux, pour vivre ensemble, pour que le mouvement syndical ne meure pas. Parce qu'en fin de compte, c'est l'esprit syndical qui est dans une certaine mesure écorché et attaqué par les différentes attitudes que nous sommes en train de voir. Depuis 2 ans, il y a une crise au niveau du monde syndical et cette crise ne s'est pas résolue. Elle est maintenant exprimée dans la rue par des jeux de pierre le jour de la fête du travail, de la fête internationale du travail. C'est une situation désastreuse. Il est grand temps que les principaux acteurs du monde syndical, y compris les anciens qui certainement suivent cela avec beaucoup de tristesse, de se remettre en scène et de voir les voies et moyens de remettre tout le monde autour de la table dans un cadre uniquement syndical pour mettre les points sur les i, pour trancher des orientations, pour permettre au mouvement syndical guinéen de repartir sur de nouvelles bases. Sinon, c'est une institution qui est en train progressivement de se marginaliser et peut-être, si elle ne se redresse pas, disparaître au grand détriment des intérêts des travailleurs, parce que les travailleurs ont besoin des syndicats pour assurer leur défense et leur permettre de ne pas se retrouver en situation de faiblesse devant, disons, le patronat de manière générale. C'est une question de liberté, c'est une question de sécurité pour la grande majorité des travailleurs que les syndicats sortent de cette situation, j'allais dire, peu responsable et mettent en place des dynamiques pour reconstruire l'institution syndicale en Guinée. Est-ce que vous avez une fois vécu une telle situation en Guinée? Il y en a souvent. C'est une première que des syndicalistes se livrent à une intifada? Non, entre syndicats, c'est, je pense, à ma connaissance, la première fois. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait entraîner cela? C'est que dans notre société, maintenant, il y a une culture de jet de pierre. C'est tout. Il n'y a pas de les limite. politiques qui avaient semé ça dans notre pays. Non, bon, il y a politique et politique. Il y a des politiques qui ont... Non, en tout cas, c'est les politiciens. Non, il y a des politiques et des politiques. Moi, je ne fais pas partie de cela. Oui, mais admettez quand même que c'est à travers les activités politiques, on a banalisé le jet de pierre en Guinée. Il y a eu, depuis, disons, une dizaine d'années, il y a eu une déperdition de l'engagement politique au sens fort du terme, au profit de cette culture de prise en otage de l'opinion, de prise en otage de l'autre et de menaces systématiques. Si je n'ai pas ce que je veux, je prends tout le monde en otage. Et le fait que l'État ait aussi encouragé cela en jouant le jeu a fait que tout le monde se dit, si je ne fais pas ça, je n'obtiendrai pas gain de cause. Ça, est-ce que ce n'est pas une bonne leçon ou mauvaise leçon que des acteurs politiques ont donné aujourd'hui aux autres acteurs sociaux et autres? Bien entendu, vous savez, lorsque vous êtes un acteur majeur dans la vie nationale, tout ce que vous faites peut aller au-delà de ce que vous faites vous-même. Et ça, parce que vous êtes un modèle. Oui. Le mauvais exemple, s'il vient de là-haut, se répand facilement. Parce que ceux qui sont en bas vont se dire, ceux qui sont vont s'identifier là-haut. Puisque eux-mêmes, ils sont incapables de trancher positivement par le droit, par le dialogue, par une élévation de l'esprit,
certaines questions litigieuses au niveau de la société, il faut des coups de poing, il faut ceci, il faut cela. Et lorsqu'ils le font, ils obtiennent gain de cause ou un échange de privilèges. Mais ceux d'en bas aussi vont se dire pourquoi pas. Donc la règle, c'est de montrer ses muscles, c'est de taper sur la table, c'est de prendre les gens en otage pour obtenir gain de cause. Et ça, c'est une société qui va à la dérive et qui devient et qui développe la culture de la violence. Et c'est une situation extrêmement grave. Et malheureusement, en Guinée, on a l'air très souvent, tant que le mal n'est pas là, on fait comme si rien n'existe. Alors qu'il y a des prémices, il est bon de se retenir, de remettre les pendules à l'heure et d'arrêter cette façon de faire. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM, mais vous êtes dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, un invité, Baouri, incarnation du mouvement Le Renouveau. Avec lui, nous parlons de l'actualité sociopolitique. Beaucoup s'attendaient à ce que la justice se prononce enfin du contentieux qui vous lie à votre parti, l'UFDG. Finalement, la décision a été une fois encore différée. Pour le 25 juin. Non, ce n'est pas un contentieux qui m'oppose à mon parti l'UFDG. C'est un contentieux qui m'oppose à une fraction de la direction de l'UFDG, qui a pris une décision. Ce n'est pas toute la direction de l'UFDG? Bien entendu, qui a pris une décision unilatérale et illégale, antistatutaire, d'exclure le fondateur du parti et premier vice-président de ce parti de l'institution. L'acte a été porté devant les tribunaux et cet acte a été jugé non conforme au statut. Ils ont interjeté appel. Et cet appel dure depuis 26 mois, c'est-à-dire 2 ans et 2 mois. Encore, on dit il faut attendre 2 mois. Moi je dis, on a attendu 2 ans et 2 mois, on peut attendre encore 2 mois. Mais au-delà, on va mettre un trait comme quoi on a autre chose à faire. On ne va pas passer notre vie dans des querelles judiciaires. Le parti appartient aux militants. Le parti appartient aux militants de prendre leurs responsabilités pour savoir qu'est-ce qui peut faire avancer le parti. À eux de se rendre compte. Si on joue à ce jeu du chat et de la souris sur le plan judiciaire pendant très longtemps, il va de soi, il y aura des perdants. En ce qui me concerne, la démarche politique que j'ai engagée, j'ai donné une preuve par la démonstration de la preuve. Ils ont raconté du n'importe quoi. Ils ont sali mon nom. Ils ont terminé dans la boue. Comme quoi Baouri est venu pour casser l'UFDG. Il y en a même qui vous appellent monsieur 200 000 $ héros. J'aurais bien voulu les avoir, entre parenthèses. Et donc, j'ai subi beaucoup de choses. Ça fait plus de 3 ans maintenant. J'ai attendu, j'ai patienté, j'ai utilisé le principe du droit. Et jusqu'à présent, je suis la victime principale de tout ce qui se fait. Donc, j'ai donné la démonstration de la preuve de ma bonne foi aux militants de faire le reste. Aux militants de faire le reste. Mais qu'est-ce que vous attendez? Aux militants de faire le reste. Non, mais qu'est-ce que vous attendez des militants? Est-ce qu'ils partent vers une désobéissance désormais du directoire existant? Ou en tout cas... Quelle démarche ils doivent entreprendre aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de leur dicter leur démarche, en âme et conscience. S'ils veulent que l'UFDG survive, s'ils veulent que l'UFDG se mette en ordre de bataille pour gagner les prochaines élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, il est grand temps que les militants se réveillent. Et moi, je fais ce que j'ai à faire, je continue ma route et je demande aux militants de l'UFDG de se réveiller. J'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. On ne peut pas rester. Ils vous diront qu'ils ne dorment pas. Eux, ils estiment que celui qui peut faire bien l'affaire, c'est celui d'Alain Diallo. Ça, c'est votre point de vue, c'est vous qui l'affirmez. Ce n'est pas une affirmation, c'est ce que la démarche montre sur le terrain. Non,
Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat inutile. Maintenant, vous dites que après, vous avez attendu plus de 2 ans, ce n'est pas 2 mois qui vous feront déborder. Mais si toutefois la sentence tombe, on dit que la décision qui a été prise est une bonne décision, quel va être le comportement de Bahouri? Non, cela veut dire, sur le plan juridique, vous devez me dire, si la Cour d'appel infirme la décision de la première instance, On reprend le jugement. Il y a un problème juridique. Ouais. Cela veut dire ce qui n'est pas, ce qui est plausible. Et puis vous devez savoir que la Cour d'appel n'intervient pas sur les questions de fond. La Cour d'appel statue, est-ce que la décision est en conformité avec le droit tel que ça a été. Ne juge pas les faits, juge le droit. Juge le droit. Et je pense que c'est moins compliqué que de rentrer dans les faits. Donc, la Cour d'appel va se prononcer dans 2 mois. Vous venez de dire que vous ne continuerez pas à être dans ces querelles juridiques 2 ans. Apparemment, vous avez l'air éprouvé là. C'est ça? Non, je dois préparer les législatives. Je dois préparer les présidentielles. Je ne vais pas passer mon temps dans des querelles judiciaires qui n'en finissent pas pour me faire perdre du temps et nous faire perdre du temps. Pourtant, c'est déterminant pour la suite de votre combat. Non, c'est très déterminant pour la suite de votre combat. Bien entendu. Ouais. Mais à qui fait-on perdre du temps? C'est à moi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est fait à décès? Hein? C'est fait à décès? Bien entendu. Par qui? Parce que sinon, cette décision, depuis 2 ans et 2 mois, la Cour d'appel aurait statué depuis très longtemps. Mais il y a eu des manœuvres dilatoires pour faire perdre du temps et recommencer à aller. Donc, de toutes les façons, il y a la souveraineté des militants. C'est un aspect extrêmement important qui n'est pas d'ordre judiciaire, qui est d'ordre politique. La justice doit continuer à faire son travail en conformité avec le droit. Et moi, je continue ma démarche politique pour faire en sorte que dans ce pays, qu'il y ait la primauté du droit et la primauté de la vérité partout. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que ce bras de fer qui vous oppose, comme vous le dites, avec une frange de la direction du parti, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que c'est une priorité pour les militants, que cette guerre finisse enfin? Les militants en ont assez de tout ça. Ils en ont assez. Ils se rendent compte que ceux qui n'avaient pas compris au début ont compris par la suite beaucoup de choses. Et le temps a permis de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux. Et donc, à l'heure actuelle, ils sont en mesure de savoir dans quelle direction il faut aller. C'est à eux qui peuvent abréger cette situation ou aller dans un sens qui ferait que ce parti, comme d'autres partis par le passé, vont disparaître. Et au plus les jours passent, plus nous nous rapprochons vers des échéances, même si cela n'est pas encore très... n'affaiblisse pas davantage le parti. Bien entendu, bien entendu. Ceux qui encouragent cela, ceux qui font que la situation se pérennise ainsi, font le lit de la défaite de l'UFDG et sa désintégration. C'est peut-être qu'ils ont intérêt à aller dans ce sens. Par contre, moi, pendant tous ces... j'ai utilisé le temps pour qu'il y ait la démonstration par la preuve que ce que les gens, certains ont raconté, ont dit, ont agi, c'est eux en fait qui vont dans le sens de mettre l'UFDG en péril. Comment expliquer ou comment comprendre qu'après toutes ces accusations portées contre votre personne, vous avez été utilisé par Alpha Condé pour venir détruire l'UFDG, vous êtes venu pour ceci, vous êtes venu cela, vous avez reçu de l'argent, et que vous soyez aujourd'hui dans votre combat politique, même pas de rapport entre vous et le président Alpha Condé? Non, je n'ai pas compris la question. J'ai dit comment comprendre aujourd'hui que vous avez été accusé de tout, en tout cas venant de Alpha Condé, et que vous meniez aujourd'hui le combat
qu'on ne voit même pas Baouri avec Alpha Condé, qu'on ne le rencontre pas avec Alpha Condé. Comment vous retrouvez aujourd'hui? Bon, je pense que c'est la réalité politique guinéenne. Beaucoup avaient dit Baouri veut être ministre. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Pendant 3 années et demie, je ne le suis pas. Le président de la République est en situation de responsabilité. Il a une influence majeure sur beaucoup d'actions. Mais au niveau de l'action judiciaire, j'en suis principalement une victime. Que ce soit pour l'affaire où votre collègue Mohamed Koula a été assassiné, qui était en réalité une tentative avortée d'assassinat de Baouri, la justice, en première instance, n'a pas fait les choses en conformité avec le droit, ce qui a amené avant-hier le ministre d'État chargé de la justice à dire que ce dossier doit être relancé de manière prioritaire. Si j'avais les faveurs du pouvoir, il va de soi que beaucoup de choses allaient être beaucoup plus faciles. Mais ça n'a jamais été le cas. Il y a beaucoup d'autres situations qui ont fait qu'il y a une impunité qui a été plus ou moins accordée à certains pour leur permettre de rester et de faire ce que bon leur semble au détriment de l'intérêt collectif, au détriment de la stabilité de ce pays, au détriment de beaucoup de valeurs qui font qu'aujourd'hui notre société est gangrénée par une culture de violence. Alors, si la justice continue à différer ce dossier, est-ce que, alors que si en tout cas la CENI respectait ce qu'il a dit, on doit aller aux élections législatives en novembre prochain, est-ce que c'est le plan B que Baouri va utiliser? Bien entendu, avec les amis, on a des plans et on les mettra en œuvre, quelle que soit la situation qui va se mettre en place. Alors, pourquoi vous n'avez pas commencé par cela que de mettre assez de temps? Mais Condé, j'ai été le principal fondateur de l'IFDG. Oui, mais vous êtes en train de terminer Attends. là où vous devez commencer. Non. Allez-y. Non. J'ai été exilé pendant 5 ans. Par la grâce de Dieu, je suis revenu dans mon pays. J'ai mis mes idées en œuvre. J'ai été, de ce point de vue, comme vous l'avez constaté, dans une situation d'adversité maximale. Avec ceux avec lesquels je les avais accueillis au sein de l'UFDG. Ils ont sali mon nom, ma réputation. Vous voyez que j'abandonne tout ça et que je laisse à mes enfants le nom d'un papa dont la mémoire a été salie. Non, la vérité. La vérité. Peu importe un certain nombre de considérations, mais il ne faut jamais laisser son nom traîner dans la boue. Si je le fais, j'aurais rendu un très mauvais service à la postérité et j'aurais été... à votre progéniture. Bien entendu. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me suis toujours battu pour qu'il y ait des institutions solides dans ce pays, des institutions démocratiques, même au niveau des partis. J'ai accepté, en dépit d'une culture qui existe dans ce pays, si vous créez quelque chose, vous restez jusqu'à la fin de votre vie à la tête de cela. J'ai accepté d'accueillir d'autres personnes, d'autres forces qui sont susceptibles de renforcer l'institution, que ce soit le doyen Baoumadou, que ce soit Salih Oubela, que ce soit Seydou Darin. Vous voulez que j'annule tout ça par une attitude irresponsable de ma part? Pas du tout. Non, je montre que ce qui est le plus important, c'est les institutions. Il faut des institutions solides qui fonctionnent selon des valeurs, selon des principes. Il ne faudrait pas accepter que des institutions soient accaparées, privatisées par un petit groupe, un clan, au détriment de l'intérêt collectif. L'UFDG, telle qu'elle existe aujourd'hui, a acquis cette culture de savoir que demain, un président de l'UFDG n'aura pas, disons, comme on dirait, droit de vie ou de mort sur les militants, ne disposera pas du patrimoine du parti comme si c'était de sa poche. Il y aura des changements structurels et qualitatifs extrêmement importants. Et c'est ça l'enjeu. Parce que nous sommes en train, par ce biais,
de faire la démonstration par la preuve que le processus démocratique, ce n'est pas simplement des déclarations, c'est des vies, c'est des enjeux, c'est des sacrifices. Et nous sommes en train de le faire. Oui, mais pour si montrer vous que matérialisez demain, votre plan B, beaucoup d'observateurs diront aussi que le combat a été vain. Non, le combat n'a pas été vain. Il y a 3 ans, il y a des gens qui, s'ils voyaient Bahouri, ils vomissaient. Aujourd'hui, Bahouri La donne a changé. est accueilli dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est une avancée. Et ça, c'est une grande avancée. Ça, c'est quelque chose qui me regaillardit et qui me dit que les efforts, les sacrifices consentis n'ont pas été vains. Et c'est la raison pour laquelle on est dans la dernière ligne droite et les militants doivent, de ce point de vue, se déterminer et savoir que l'avenir leur appartient. Il y va de tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour que cela ne soit pas vain. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM la 104.1. Vous êtes dans l'émission La Tribune de l'actualité plus. L'invité, c'est bien Bahouri, incarnation du mouvement Le Renouveau. Il appartient également à cette nouvelle plateforme de l'opposition qui vient d'être créée. Il s'agit de l'accord de la convergence de l'opposition démocratique. Mais nous allons nous intéresser d'abord justement à l'organisation des futures élections législatives. Là-dessus, la CENI vient de faire une retraite du côté de Kindia. Est-ce que vous avez appris les conclusions qui sont sorties de leur rencontre? Vous savez, les élections, il peut y avoir beaucoup de structures. Je me souviens qu'en 1993, pour éviter que les élections puissent être source de contestation, nous étions parmi les premiers à émettre l'idée que l'organisation des élections devrait être organisée de manière paritaire pour que tous les acteurs soient impliqués, pour que les élections soient acceptées et acceptables par tous. Depuis 1993, les idées ont évolué jusqu'à après qu'il y ait les Sénats, les CENI, le Haut Conseil des élections, etc. Mais vous savez que ce n'est pas la structure qui est importante, c'est l'esprit qui est important. L'esprit d'organiser les choses de la manière la plus équitable, la plus juste, la plus transparente. C'est ça, c'est cet esprit qui peut être le plus fort. Que ce soit un ministre de l'Intérieur qui l'organise et qui agisse dans ce sens, entre parenthèses, récemment, j'ai participé aux hommages rendus au général Lamine Cissé, qui a été ministre de l'Intérieur du Sénégal et qui a fait en sorte que l'alternance politique ait pu se faire en 2000 de la manière la plus correcte au Sénégal et qui a permis au Sénégal d'avoir, disons, l'image d'un pays démocratique, etc. Dans le cadre du groupe international de contact dans les années 2008, 2009, 2010. Et il a présidé les réformes des forces de défense et de sécurité de notre pays. Donc, pour ces multiples raisons, suite à son décès, je lui ai rendu hommage, j'ai participé à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. Donc, c'est un personnage, des modèles sur lesquels beaucoup de dirigeants africains devraient se rapprocher. S'identifier. Ceci dit, c'est pour dire que, vous savez, des élections, il faut vouloir faire les choses correctement. Les faire correctement, c'est le principe. Donc, tout le reste doit en découler. Avoir un fichier bien assaini. Avoir des agents électoraux respectueux du droit, et bien formés. Eh bien, tout cela rentre en compte parce que tout cela découle de la volonté de faire les choses correctement. Assurer la formation, assurer l'organisation. Et puis, faire en sorte que tout le système électoral soit un système où les personnes impliquées ne sont pas là pour faire plaisir à tel groupe ou à tel autre groupe, mais là, agir dans le sens de l'intérêt supérieur du pays, à savoir rendre exact ce que les électeurs
ont voulu exprimer à travers le bulletin de vote. Ce processus, c'est le processus le plus basique. Et à partir de là, s'il y a cette volonté, de manière générale, s'il y a cet esprit qui habite tous les acteurs liés à ce processus, il n'y a pas de raison que les élections ne soient pas une occasion de montrer la maturité d'un pays, la maturité d'une population et l'élan démocratique que ce pays conserve. Et ça, c'est... Maintenant, si vous êtes dans un environnement où chacun veut tricher pour son propre compte, avec des systèmes parfois très sophistiqués, il va de soi qu'on va perdre du temps, qu'on va perdre de l'énergie, qu'on va perdre beaucoup de choses parce que le système peut difficilement être transparent lorsqu'il n'y a pas une volonté commune, acceptable par tous, d'aller dans le sens d'une vraie transparence, d'une vraie équité et du respect des règles démocratiques de base. Donc, on parle du fichier. Il faut que le fichier soit assaini, clairement. Parce que si le fichier n'est pas assaini, cela veut dire que le nombre de votants, vous ne pouvez jamais maîtriser. Vous ne pourrez pas maîtriser cela. Ceux qui organisent. Maintenant, il y a un système électronique et informatique très sophistiqué qui n'est pas à la portée de tout le monde pour savoir qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Est-ce que c'est en conformité? Donc tout cela, ce sont des vrais problèmes d'aujourd'hui que les élections, que ce soit en Guinée ou ailleurs, ont montré et qui nécessitent de la part des responsables, c'est-à-dire les commissaires de la CENI, un haut degré de moralité, un haut degré d'éthique et un haut degré de responsabilité pour agir en conformité avec le droit. Maintenant, dans le contexte guinéen, il y a un autre problème que la loi de la CENI a introduite récemment avec l'accord de tous ceux qui sont à l'Assemblée. C'est-à-dire les moyens sont mis à la disposition du ministre de l'administration du territoire. Qui va, de ce point de vue, la logistique, qui de ce point de vue aura un moyen effectif d'influencer les élections. Alors que la loi dit constitutionnellement la CENI est indépendante. Ouais. Et là, la CENI ne l'est plus. Donc c'est des problèmes que nous nous sommes créés et que les législateurs... Ce sont les acteurs politiques qui se sont retrouvés, pas les législateurs. Ce sont des éléments qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsque vous satisfaites un accord politique, il ne faut pas généraliser en disant les acteurs politiques. Je dis des acteurs. Des acteurs politiques. Ça, c'est un. Donc ça pose problème. Si des acteurs politiques n'ont pas conscience de veiller et de travailler pour laisser des traces indélébiles, pour que la Guinée puisse organiser correctement des élections, ils sont toujours en train de voir leur intérêt à titre personnel ou à titre clanique. Il va de soi que ça va être très compliqué. Regardez, je vous donne un exemple, puisque j'en ai l'occasion de le dire. Pendant un an, on leur a dit, par voie de presse, la nomination des chefs de quartier est une très mauvaise chose, en utilisant des arguments liés à la Constitution. Et personnellement, j'ai même fait une étude que j'ai donnée aussi bien au ministre de l'administration du territoire, à la CENI et aux représentations diplomatiques, pour leur dire qu'il y a des exemples qui existent ailleurs, pour ne pas qu'on rentre dans un schéma compliqué où on n'en sortirait pas et qui permettrait d'être en adéquation avec la Constitution de notre pays. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Installer des chefs de quartier selon le gré, en tout cas de ce qu'on nous apprend, selon le gré du ministre de l'administration du territoire. En tout cas, depuis un an et plus, à la fin de ces élections, les présidents de district et les chefs de quartier ne sont pas installés. Moi, je considère en politique... Non, progressivement, ils sont en train, de les installer. Je dis bien de ce qu'on nous apprend, selon le gré du ministre de l'administration du territoire. Ce qui n'est pas conforme à la loi de ce pays. Et même pas aux accords. Bien, bon, là, les accords, parlons de la loi. C'est la loi du pays. Ce n'est pas conforme. Et là, on veut faire un amendement pour corriger ce qui a été
contesté pendant 1 an et demi et ils avaient fait la sourde oreille. Ils se sont entêtés. Ils ont fait la sourde oreille. Lorsqu'on dirige et qu'on vous dit que ce que vous faites là n'est pas bon pour le pays, vous persistez, il faudrait qu'il y ait une sanction. Parce qu'ils l'ont fait exprès. Les deux bords politiques et qui ont signé ces accords. Moi, je considère la politique. Je ne suis pas là. Si un adversaire me dit ça, c'est pas bon, j'essaie de voir est-ce que ce qu'il dit, il n'y a pas une part de vérité pour prendre la mesure qui pourrait être la plus avantageuse pour mon pays. Parce que ce qui est le plus important, c'est le pays. Ouais, ce qui est bon pour le pays est forcément bon pour vous. Bien entendu. Maintenant, si par orgueil, par dépit, on s'entête, on s'enferme et on prend des décisions qui par la suite, vous vous rendez compte que c'est des mauvaises décisions, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on s'était trompé. Donc c'est pour vous dire que par rapport au processus électoral, l'esprit est extrêmement important d'organiser des élections en conformité et avec la volonté du pays et la volonté des électeurs. Et le principe, s'il est acquis, le reste deviendrait disons, des tâches qui peuvent être surmontées. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM la 104.1, l'émission c'est la tribune de l'actualité plus. Elle reçoit aujourd'hui Baouri, incarnation du mouvement Le Renouveau. On va s'intéresser maintenant à ces activités des sirènes révisionnistes de la Constitution pendant ce temps. Des mouvements pour la défense de cette même Constitution se mettent en place à l'image du Front National pour la défense de la Constitution. FNDC, est-ce que... Les brassards rouges. Les brassards rouges également. Parlons au cas par cas, le FNDC, auquel appartient votre faction politique, l'accord de la convergence de l'opposition démocratique. Comment Mais vous aussi trouvez l'UFDG. l'opposition républicaine, comment vous trouvez sa composition? Moi, j'étais absent lorsque le front a été mis en place. Je pense que, je l'ai déjà dit, que la manière dont les signatures ont été engagées, j'y ai trouvé un peu de la précipitation. Parce que, vous savez, nous sommes un pays qui a un passé extrêmement riche. Nous avons eu les forces vives. J'en assumais la présidente de la commission politique avec feu Jean-Marie Doré qui en était le porte-parole et d'autres responsables qui sont de tous les bords aujourd'hui dans ce pays. Nous avions fait beaucoup de choses, nous avons traversé des périodes politiques extrêmement tendues, nous avions eu des moments de réussite, comme nous avons eu des moments d'échec. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse comme si à chaque fois il faut recommencer. Pour inventer la roue. Ouais, il faut tirer les leçons et les bilans de ce qui était passé auparavant et voir maintenant comment faire les choses de la manière la plus progressive, la plus concertée et la plus qui permettrait de réussir pour ne pas qu'il y ait encore, disons, pardon, des sacrifices qui ne soient pas à la hauteur de ce que nous comptons. Oui. Mais ceci dit, je pense que la question n'est pas front ou autre. La vraie question, est-ce que nous avons besoin encore de ça? Est-ce que nous avons besoin d'un changement de la Constitution? Est-ce que nous avons besoin d'une révision de la Constitution? Est-ce que c'est un problème juridique ou est-ce que c'est un problème politique? Est-ce qu'il y a une opportunité à le faire? Et est-ce que le pays en sera gagnant? C'est toutes ces questions qu'on doit mettre à une véritable problématique. Et donc, de ce point de vue, mon expérience me prouve que la Guinée a évolué depuis pratiquement très longtemps, depuis presque l'indépendance, dans une certaine forme d'instabilité cyclique. Et l'exemple le plus criard, c'est la fin de la décennie, le début de ce siècle, en 2000. Nous avons eu des pratiques analogues avec Koudé, pour changer la constitution, pour faire en sorte que le général Lansana Conté ait une présidence à vie. Ce qui a été le cas en réalité. Mais qu'est-ce que ça a coûté pour la Guinée?
qu'est-ce que ça a coûté pour la Guinée sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan du retard accumulé. Et je trouve que, imaginez que les élections normales aient pu avoir lieu en 2003. Il y aurait eu l'alternance tranquille. Il n'y aurait pas eu les mouvements sociaux de 2005, 2006, 2007 qui ont plongé le pays dans une situation d'instabilité avec des changements avec des transitions dans un premier temps avec le général comme président, ensuite avec la disparition du général, avec l'arrivée d'une junte, avec les mouvements de 2007, janvier, combien de jeunes sont tombés, etc. Il y a beaucoup de choses que le pays a endurées du fait de Koudéi, parce que certains voulaient coûte que coûte utiliser le général pour rester au pouvoir. Bien entendu, et ça Mais vous savez bien prononcer l'expression Koudéi. On dirait que vous avez été à l'initiative. Bien, donc c'est pour dire ce qui est le plus important. Ce n'est pas une... montrer le parti le plus déterminé pour ne pas aller dans ce sens. Et le RPG avait refusé de participer aux élections législatives à la suite de ce coup d'œil. Ils ont fait l'effort de ne pas chercher à avoir des privilèges pour certains de leurs amis, de leurs cadres. Ils sont restés en dehors pour dire qu'ils ne peuvent pas participer à une telle mascarade dans le contexte actuel qui n'est pas en adéquation avec les intérêts du pays. Et je rappelle que le RPG a eu beaucoup de ces militants qui sont tombés pour la lutte pour la démocratisation dans ce pays. Donc, nous avons de ce point de vue une identité commune, un passé commun. Et notre expérience, notre identité nous demande de ne pas aller dans un sens qui ferait que ceux qui étaient les artisans du coup d'œil remportent la victoire en amenant toute la classe politique, même ceux qui étaient opposés au coup d'œil, à l'époque, tombent dans le panneau. Parce que ce serait la défaite idéologique qui aurait sanctionné une expérience politique de plus de 20 ans ou de 25 années. Donc il faut qu'on fasse attention. Et je trouve que le pays, dans le contexte actuel, est entouré par des menaces, par des situations d'une gravité très importante. C'est comme si on ne jette pas un coup d'œil dans notre constitution qui dit dans son préambule, en adoptant la loi, la constitution de 2010, que tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors. Bon, vous savez... Comme si les leçons n'existent plus chez nous. On peut se poser les problèmes. Au-delà de cette déclaration que vous dites, rappelez-vous la déclaration du CNRM que le général... Lansana Conté. Oui, pas, non. Fassine Touré. La déclaration de l'actuel général Fassine Touré, qui était capitaine à l'époque, avait lu en expliquant comment se fait-il qu'un pays dont le parti, le PDG, avait amené l'indépendance dans une communion de l'ensemble des forces vives du pays, avait fini par être considéré comme un parti tyrannique. La longévité au pouvoir avait amené à ce que beaucoup de, disons, de pratiques et des habitudes soient mises en œuvre et ramener le pouvoir en un pouvoir d'un clan ou d'un individu de type familial. Et donc, le CMRN avait tiré la leçon en disant qu'il faut désormais que le pouvoir ne s'éternise pas longtemps. Donc, c'est notre histoire qui a amené à ce qu'on se dise qu'il ne faudrait pas, quelle que soit la bonne volonté, quelles que soient les qualités d'un dirigeant, il faut limiter la durée des mandats. D'où le fait que lors de
rédaction de la loi fondamentale de 90, cet aspect est ressorti. Il ne faudrait pas que les gens se disent que c'est l'extérieur qui nous a demandé de le faire. Non. Ouais. En 84, il n'y avait pas encore le discours de la boule. Non, c'est l'expérience guinéenne qui avait amené les militaires du CMRN à se dire il faut désormais que la durée des mandats soit limitée dans notre pays pour éviter ce que nous avons connu lors de la première République. Même s'ils n'ont pas observé ce qu'ils ont. Bien entendu, par la suite, d'autres partisans qui avaient des intérêts à ce que la situation se pérennise ont amené le PUP à aller dans le sens du reniement de cet engagement originel des militaires du CMR. Ça, vous voyez la logique. Lorsqu'on a eu le capitaine Dadis, Jean-Marie Doré et moi sommes allés nuitamment au camp Alpha Yaya pour essayer de le raisonner. Il ne nous avait pas reçus, mais c'était pour lui rappeler ses engagements à la prise du pouvoir. Ouais. Il s'est entêté. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation où les mêmes, à tous les moments, sont ceux qui poussent les responsables de premier plan à aller dans un sens qui ne soit pas en conformité avec les règles constitutionnelles au risque de pénaliser l'avenir du pays. Et donc, le président Alpha Condé, qui est un militant de la première heure de l'indépendance, qui a été condamné par le premier régime pour son engagement pour la lutte démocratique dans ce pays, qui a été des dirigeants africains qui ont façonné, qui ont inculqué, qui ont mis en, disons, favorisé l'émergence d'une élite politique au niveau du continent et qui jouit d'une autorité et d'un prestige important sur la scène africaine et internationale, doit nous permettre d'aller dans le sens, disons, d'une stabilisation de nos institutions et d'une vision qui permette à ce qu'une vraie alternance démocratique se crée sans heurts, sans immatériel, qui permettra de laisser son nom. Dans l'histoire de ce pays pour très longtemps, l'autre question qui se dégage, quand on voit les deux groupes, on oppose les deux groupes pour une nouvelle constitution, contre une nouvelle constitution, parce qu'on assimile cela un troisième mandat pour Alpha Condé. De l'autre côté, on pense que l'homme a aujourd'hui à son actif un bilan élogieux, donc il faut coûte que coûte aller à la modification, au changement de la constitution, pour le maintenir encore au pouvoir, pour, comme on le dit, pour lui permettre de parachever les œuvres qu'il a commencées. Quel lien peut-on avoir entre le bilan du président et la nécessité de changement ou de modification de la Constitution? De toutes les façons, dans le contexte du sujet, le bilan ne doit pas être l'objet de la discussion. Le bilan du président doit être mis en dehors. Quels que soient les cas de figure, vu l'histoire de notre pays, que le bilan soit élogieux ou que le bilan soit mitigé ou négatif, ça ne doit pas intervenir. Pourquoi? C'est tout simplement pour dire que lorsqu'on examine ce bilan par rapport à ses prédécesseurs, en 8 ou 9 ans, le bilan, dans le cadre de certaines réalisations dont le pays a besoin, le bilan est par rapport à ses prédécesseurs. Au bilan de ses prédécesseurs, le bilan est élogieux. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'on a une attitude oppositionnelle directe, caricaturer le bilan de l'actuel président. Reconnaissons à César ce qui appartient à César. Certes, il y a des difficultés, il y a des choses qui des insuffisances, mais par rapport à ce qu'il a fait, d'autres n'ont pas fait cela avec un temps de règne beaucoup plus long. Au contraire, ça
mis la situation du pays. Donc, laissons le bilan de côté. Non. Lorsqu'on doit parler de la Constitution. Bien sûr, laissons-le de côté. La vraie question, c'est l'avenir de la Guinée, c'est sa stabilité. Institutionnelle. Et par le passé, on a vu ce que ça nous a coûté. Ça nous a coûté des déstabilisations, ça nous a coûté des tragédies. La règle simple, puisque j'ai l'expérience de ce que j'ai subi, je ne dois pas refaire la même chose. Cherchons d'autres moyens pour ne pas mettre la Guinée dans une situation qui pourrait... Mais aujourd'hui, quand on écoute les deux camps, de l'autre côté, on pense que le président anti-EPO, Sékou Touré, avec Sékou Touré, on a eu une constitution, avec Lansana Conté, on a eu une constitution, avec la transition, on a eu une constitution. Pourquoi pas avec Alpha Condé? Parce que Alpha Condé doit être, en termes d'apport, son apport doit être supérieur à tous ses prédécesseurs. Il doit incarner le changement qu'il a prôné. Bien entendu. Alors, et c'est cela qu'il faut dépasser tout ce que les autres ont déjà fait. Le Front National pour la défense de la Constitution, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été mis en place en votre absence. Et en face, on a ceux qui veulent coûte que coûte ce changement de la Constitution, parce qu'on voit les ministres à l'intérieur, les directeurs à l'intérieur, en tout cas les entités à l'intérieur du pays. Le dernier candidat c'était à Kindia, à Kouroussa et autres. Baouri est à quel niveau? Est-ce qu'il est pour aujourd'hui une révision, une modification, un changement de la Constitution, ou il est du camp de ne touche pas à ma Constitution? Moi je suis pour tout ce qui met la situation de notre pays en péril. Je dis, mettons ça de côté. Et donc, qui sont-ils? Dans ce cas de contexte, laissons la Constitution telle qu'elle. Elle a besoin d'être expérimentée. Et elle a des faiblesses, certes, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans la Constitution qui n'ont pas été appliquées. Donc, il ne faut pas mettre sur le dos de la Constitution certains des travers administratifs et politiques que ce pays a continué de traîner. Regardons les choses en face, regardons l'intérêt de notre pays, regardons l'intérêt de nos populations. Nous sommes entourés par des pays troublés où des vies sont quotidiennement menacées. Nous sommes fragiles, venons de loin. Confortons notre stabilité en faisant en sorte que progressivement nous puissions avoir des élections claires, tranquilles et stables. Mettons de côté ces clivages au niveau de certains politiciens qui ne cherchent qu'ils sont pressés d'occuper la place. Tôt ou tard, la place sera occupée. Mais si on a un pays déchiqueté, il n'y aura plus de place. Oui, mais là, ceux qui veulent, ceux qui se battent pour que cette constitution soit maintenue en place, sont aujourd'hui, on peut dire que des voix sont émettées. Il y a les forces, il y a le front d'un côté, il y a les Bassaros de l'autre côté. Vous n'appartenez... Il y a ceux qui s'appellent aussi des patriotes. Et vous n'appartenez à aucune de ces structures. Pourquoi? Non, j'appartiens à une structure. Le front? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique votre... Vous savez, moi, pour parler franchement, j'ai été président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens même qui sont au RPG. Violentés. Tidiane Traoré, la balle a effleuré son crâne. Et tant d'autres. Toutes ces abominations, on doit faire tout pour éviter des répétitions de ce genre de choses. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, pour qu'il y ait cette stabilité, pour qu'il y ait cette tranquillité, vraiment, un changement institutionnel doit se faire à froid. Dans la douceur. Dans la douceur, lorsqu'on a expérimenté tout, et que ce soit fait dans un cadre très désintéressé. Mais le contexte actuel, c'est un contexte relativement trouble. Des gens qui ont intérêt à utiliser le président Alpha Condé pour toujours être aux manettes sont en train de le faire. Ils sont prêts à tout.
Et donc, la seule personne qui peut faire en sorte que le pays retrouve une relative tranquillité, c'est bien le président Alpha Condé de rester dans le cadre de son engagement initial, favoriser une évolution stable, pacifique et dans le respect de la Constitution. Si on va dans ce sens, il aura rendu un très grand service au pays et il aura rendu également un très grand service à son nom qui pourrait... En clair, Bahouri n'est pas pour qu'on touche à cette constitution. Bien entendu. D'accord. Alors, un mot sur l'immigration clandestine. Raison de plus, vous touchez un point qui me trouble parce que j'ai été à l'étranger ces 2 derniers mois. Que dans n'importe quelle ville de France, j'ai peut-être l'avantage d'être connu. Je rencontre, des jeunes viennent me voir, Monsieur Ba, Monsieur Ba, Monsieur Ba. Je constate que notre pays se vide d'une bonne partie de ses forces vives juvéniles. Et c'est une tragédie. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être le point essentiel pour faire en sorte que les Guinéens, les jeunes notamment, aient espoir De rester et que des dynamiques soient mises en place pour leur permettre de rester, de vivre leur vie dans leur pays sans pour autant aller dans des aventures où beaucoup d'entre eux périssent ou ne reviendront jamais. Rien qu'en France, pour vous aider, rien qu'en France, après l'Afghanistan, la Guinée est aujourd'hui le pays qui est la plus demanderesse d'asile avec 8433 demandes de protection. Bien entendu, c'est trop. Et d'ailleurs, ça inquiète. Parce que ce sont des signaux qui ne sont pas neutres dans l'appréciation de beaucoup de données concernant notre pays. Dans le cadre d'un forum pour la paix, qui est une ONG américaine qui classe chaque année, qui publie un index de fragilité des pays, notre pays, malheureusement, se trouve à la 11e place des pays les plus fragiles au monde. Alors qu'en 2015, par exemple, la Guinée n'était même pas dans le top 10 en France de la migration ou des demandeurs d'asile. Donc c'est pour dire que nous avons de vrais problèmes qui devraient mobiliser nos esprits, mobiliser nos intelligences, mobiliser la classe politique par rapport à l'avenir des jeunes, par rapport à cette question de l'immigration clandestine et donc la question qui devrait amener à ce que des efforts soient faits pour que les jeunes puissent trouver, disons, un avenir dans leur pays, dans le cadre de la formation, dans le cadre de la création d'emplois, dans le cadre d'un système universitaire et professionnel bien adapté. Si on ne fait pas ça, le président Alpha Condé même le disait récemment à Abidjan, avec cette progression démographique, cette montée démographique des jeunes, nous avons des bombes qui sont entre nos mains qui peuvent exploser à tout moment. À présent, on se tourne vers les auditeurs. Vous qui avez suivi l'émission depuis le début, vous pouvez nous appeler via les 2 numéros du standard, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31, soit pour donner votre point de vue ou pour poser vous aussi vos questions à notre invité ici, dans ce studio. Bahouri, le premier est en ligne. Alors bonjour. Votre nom, vous appelez le Monsieur Ibrahim Diallo, nous vous écoutons. D'accord. Après l'émission, vous aurez droit à ce contact s'il le veut bien.
Merci à vous, monsieur Diallo. Alors, il dit avec plaisir. Après l'émission, vous aurez le contact. Yamoussa va prendre en attendant votre numéro. Et après, on vous prendra. Alors, bonjour. C'est Radio Diallo. Oui, mais lui-même, il a dit tout à l'heure, il reviendra d'ailleurs aux militants de prendre leurs responsabilités. Amen. D'accord. Vous êtes largement compris, Siradio Sunki, Diallo, depuis Framadina. On a un autre auditeur en ligne. Alors, bonjour. Abdoulaye Kera. Vous voulez parler de la justice, de la juridiction supranationale? D'accord. Voilà, merci à vous, Abdoulaye Kera, de passer dans cette émission. Est-ce qu'on a un autre? Alors, bonjour. Kalo Ibrahima. Kalo Ibrahima, nous écoutons. Vous êtes largement compris, Monsieur Kalo Ibrahim, un autre auditeur. Alors, bonjour. Réa Konsoba, nous écoutons. D'accord. D'accord, Konsoba, merci, vous êtes pompier. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Allô, Monsieur Sano. Monsieur Sano Ibrahim de Libreville, d'abord, nous vous écoutons. Je dis. Allô?
Allô, bonjour, Sano vient plutôt de Brazzaville, hein? Oui, oui. Brazzaville, Congo-Brazzaville. Brazzaville. Nous vous écoutons, monsieur Sano. On l'a perdu. On l'a perdu. Il y en a un autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Diallo. Boubacar. Quoi? D'accord. On va prendre le dernier auditeur au compte de l'émission de ce mardi 7 mai 2019. Allô, bonjour. Diallo Lisa. Bonjour. D'accord. Vous êtes aussi compris. Merci. Vous êtes d'ailleurs le dernier intervenant au compte de l'émission de ce mardi, même si tout ce que vous disiez n'était pas bien compris par nous qui sommes ici, dans ce studio. Alors, les premières questions, la toute première a été posée par Caleb. Serez-vous dans la rue, qui se recoupe d'ailleurs avec la dernière question, Ouais. pour En cas de manifestation, pour dénoncer, la révision la révision constitutionnelle. constitutionnelle? Pour le moment, la question n'est pas à ce niveau-là. Pour le moment, le président de la République ne s'est pas explicitement et de manière officielle il ne s'est pas prononcé. Donc tout ce que nous pouvons faire dans la phase actuelle, c'est de sensibiliser, c'est de montrer les risques qui pèsent sur l'avenir du pays au cas où cette initiative irait dans le sens d'une révision ou d'une modification de la Constitution. Pour le moment, restons-en là. Le reste, on verra. L'éloignement lointain de Kouyaté du pays, le chien qui est proche de l'os, souvent, l'os finira par le revenir. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur la situation interne d'un parti politique que je respecte, qu'est le PDR. Alors, le nombre de conseillers. Pendant cette question, de Calo toujours, prolongation de mandat lorsqu'on vient demander au président, est-ce que d'aller au-delà de 2 mandats, est-ce qu'on n'est pas dans la violation de la Constitution? En son article 22. Non, c'est clair. Parce qu'il parle de continuité. Le nombre de conseillers obtenus. Ça n'a pas d'importance, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Aujourd'hui, la situation de notre pays est telle que ce qui est le plus préoccupant, c'est la situation
des questions et des problèmes que nous venons d'évoquer. Le mot de la fin. Moi, je pense que nous sommes dans un tournant qui nécessite de la part de tous les acteurs de la prudence et du sens de responsabilité en mettant en avant l'intérêt de ce pays qui a beaucoup souffert. Et il ne faudrait pas voir les choses sous un angle étriqué. Je sais que certains veulent que le président Alpha Condé abrège le fait de rester comme président pour que d'autres prennent la place. Non, il faut que les institutions de la Constitution soient respectées comme ça a été, comme la Constitution le demande. Ça permet de contribuer à la stabilité de la Guinée et à lui conforter une assise institutionnelle plus solide pour faire face aux difficultés et aux menaces qui se profilent un peu partout autour de nous. Si on ne fait pas ça, ça donne la porte ouverte à beaucoup de risques que je ne souhaite pas que mon pays aille dans ce sens. Baouri, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous, Daouda Mohamed Kamara, pour la co-animation. Merci à Yamoussa Silla pour la mise en onde. La rediffusion de ce numéro, c'est à 22h05 et demain, mercredi, si tout va bien. Il sera ici, dans ce studio, honorable Ousmane Gawal Diallo. Il est le directeur de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, FDG en abrégé. Avec lui également, on fera la revue de l'évolution de l'actualité sociopolitique. Un autre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci et portez-vous bien.